Merci, monsieur le vice-président. Merci, président. Alors, pendant que vous finissez de mastiquer les bonbons du vice-président Auron, bien entendu sains et équilibrés, je vais, je vais, je vais tenter de revenir sur la philosophie finalement de ce projet alimentaire, qui se construit aussi, vous l'aurez compris, au fur et à mesure qu'on avance avec les territoires. À travers sa présentation, le vice-président a été très clair et a développé deux défis. D'abord, celui du maintien d'une production diversifiée et durable sur notre territoire, via le renouvellement agricole et via la protection foncière. Et puis celui de l'accès à une alimentation de qualité pour tous, notamment au sein de la restauration collective. Alors on voit bien que ces deux défis, ils constituent finalement les deux faces d'une seule et même pièce. L'un ne peut tenir sans l'autre et vice-versa. C'est là, je pense, le principal message que nous souhaitons porter auprès des territoires via ce projet alimentaire. Mais c'est aussi un message que je sais partagé par l'ensemble de nos cantons ici représentés, puisque, comme ça a été dit, 15 EPCI sur 17 sont engagés ou vont s'engager dans des démarches locales de projets alimentaires. Alors ce projet alimentaire, on en avait déjà détaillé les contours la dernière fois. Je voudrais cette fois-ci plutôt vous parler du territoire de la Loire-Atlantique. Sur Internet, il y a un petit groupe d'ingénieurs qui a développé un outil fascinant qui permet de calculer en fait la résilience alimentaire par territoire. Vous pouvez aller voir pour votre propre PCI, par exemple. En un clic, on peut ainsi mesurer d'un coup d'œil les forces et les faiblesses en matière alimentaire. Alors, je vais vous faire gagner quelques heures et puis je vais vous livrer les résultats pour le département de la Loire-Atlantique. Vous allez voir que le tableau n'est pas si noir, qu'on a quand même de la chance sur ce territoire, avec deux bonnes notes et puis deux notes moins bonnes. Le premier enjeu, d'abord, ça a été dit, c'est l'adéquation, quand on parle de sécurité alimentaire, l'adéquation entre la production locale et les besoins locaux. On peut appeler ça, si vous voulez, de l'autosuffisance alimentaire. Eh bien, nous avons une note de 9 sur 10. Si on se base sur les besoins pour un repas varié, on obtient un taux de couverture à 89%. Repas non varié, on est à 120%, mais si on prend en compte un repas varié, on est à 89% de couverture. Ce qui veut dire que, hormis quelques secteurs déficitaires, on est capable sur ce territoire de bénéficier d'une production locale quasi suffisante pour couvrir nos besoins. Alors bien sûr, il y a de la production céréalière et de la production fourragère en surproduction. Bien sûr, il y a des manques sur les oléoprotéagineux et puis les fruits et les légumes. Il faudra bien entendu travailler ces questions. Alors cette note 9 sur 10, on le doit surtout à quoi? Un héritage en polyculture élevage de ce territoire. Quand on regarde les chiffres, on est le seul département littoral qui comprend une grande aire urbaine qui s'en sort correctement. Tous les autres territoires avec des métropoles sont déficitaires. Si l'on zoome, on voit naturellement que c'est au niveau, bien sûr, des grandes aires urbaines de Nantes Métropole. Non, Nantes Métropole, je ne sais plus. Lyon, c'est 2% d'autonomie alimentaire. Nantes, il faudrait que je regarde. Et puis Saint-Nazaire. Et donc, ici encore, on voit l'importance de cette question de l'alliance des territoires qui a été évoquée à plusieurs reprises hier par l'ensemble des groupes de cet hémicycle. Chloé Girardot-Moitié, Jean Charrier, mais aussi Monsieur Beignet. Donc on voit bien que cette question-là est partagée. Le deuxième enjeu de cette sécurité alimentaire, c'est les pratiques agricoles, bien entendu, qui respectent l'environnement. On obtient une note assez élevée de 7 sur 10. Cela, ça tient bien entendu aux productions de qualité sur notre territoire, mais essentiellement à la bio, puisqu'on est à 18% et qu'on est à 2 fois la moyenne nationale. Voilà, donc c'est quand même quelque chose sur lequel il faut s'appuyer et continuer de développer cet élan. En gros, on a cette note parce qu'on a utilisé moins de pesticides que d'autres départements. Par contre, on voit bien, et on en parlait aussi ce matin, il y a un gros bémol sur la biodiversité. Il y a des efforts qui restent à fournir sur les pratiques qui restent quand même préjudiciables, et notamment sur la qualité de l'eau. Et je rejoins en ce sens tout à fait les propos de mon collègue Rodolphe Amaillan. Le canton de Nantes 3,
La Sèvre y circule aussi. Le vice-président est en charge des voies navigables. Le département est propriétaire d'une partie de ce fleuve. C'est une richesse. Il faut absolument qu'on arrive à aller au-delà de cette qualité de l'eau à 1%. C'est pas possible. Voilà. Donc, je pense que là aussi, on peut tous et tous se retrouver. Alors, comment faire? Il y a les infrastructures, ce qu'on appelle les infrastructures à intérêt agroécologique. C'est un gros mot d'ingénieur pour dire les haies, les arbres, les lisières, les prairies, les zones humides, tous ceux dont nous a parlé Jean Charrier tout à l'heure. Si ça, c'est assuré en partie par la diversité de nos cultures, on doit booster les pratiques extensives et les techniques agroécologiques. Ici encore, nous sommes bien placés au niveau des départements français. On rejoint ceux du sud et ceux du sud-est. Le reste du pays, c'est une catastrophe. Au local, le nord-est et le sud-est de la Loire-Atlantique sont quand même moins bien lotis. Alors, après ces deux bonnes nouvelles, vient maintenant les mauvaises nouvelles, mais le vice-président a bien détaillé les enjeux et nous allons essayer de mettre en place des actions pour y remédier. D'abord, le nombre d'actifs agricoles, ça a été rappelé, la note est de 3 sur 10. Là, sur les mauvaises nouvelles, ça va être sur une deuxième intervention, Hugo. D'accord. Je finis là-dessus. C'est que 3 sur 10 sur le nombre d'actifs agricoles, et puis 4 sur 10 sur le foncier agricole. On a déjà parlé de ces deux enjeux. Donc tout simplement pour dire que ça fait une moyenne à 5,7 sur 10, et que, bien entendu, c'est à partir de ces chiffres qu'il faut agir. C'est à partir des chiffres qu'il faut agir. Et donc, si on a encore des freins comme les compétences qui sont restreintes, ou alors un gouvernement qui reste encore dans un schéma de la technologie pour les agriculteurs, alors que je pense que ça va accélérer les vulnérabilités, en dépit de ces freins, je nous encourage tous, et c'est ce qui est en train de se faire sur ce département, à avancer dans cette direction. Je vous remercie. Merci.